Et le narrateur nous dit « Et pour son choix, je ne peux m'empêcher de penser qu'il le calqua un peu sur celui de son beau-père. » Euh, Au moment de faire le portrait du père, le narrateur imagine encore une fois, et comme toujours, il le revendique. C'est quelque chose qu'on a déjà vu ensemble en cours, depuis le début donc euh, du roman. Il imagine et il revendique la liberté d'imaginer ce que sa fantaisie désire. Le nom donc du père du peintre serait une imitation du nom du beau-père. Donc là, on peut se reporter à la page 25 où il en était question. On nous disait donc qu'il était né, on le sait, à Combleux en 1730, et on apprenait à ce moment-là donc qu'il avait fait fortune sous Louvois. Euh, on apprenait également donc que c'était un huguenot de peu de foi revenu dans le giron de Rome à la Révocation, un nouveau converti donc. Euh, donc je vous ai précisé ici donc que Louvois c'était un des principaux ministres de Louis XIV. Et donc le père de Suzanne, le beau-père c'est le père de Suzanne, c'était donc un homme riche et qui avait connu donc le ministre Louvois, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement à l'opposé de son père à lui, hein, de son père à lui qui était donc maçon. Et la relation entre Suzanne et François Corentin de la Marche est donc une relation exogame, hein, pas du tout une relation endogame, une relation donc entre deux personnes qui sont de milieux sociaux très différents. On ne connaît pas le nom du beau-père, mais on apprend ici qu'il s'appelle Élie. Comme lui, comme le beau-père, François conserve un nom associé à un statut social qui est stigmatisé pour en faire une fierté. Il retourne d'une certaine manière la honte et les stigmates sociaux en fierté, en revendication. Et grâce à la particule, il va pouvoir retourner l'infamie de la profession de son père en noblesse. Hein, la marche, c'était donc lié au métier de maçon. De la marche, ça devient tout de suite synonyme de noblesse. Peut-être amèrement, peut-être avec fierté et défi. Ici, hein, on peut relever, hein, de temps en temps, on peut se permettre de le faire, on peut relever quand même dans la phrase de Michon une volonté de rythme, une volonté d'euphonie. Ici, la répétition de peut-être qui balance un petit peu cette phrase, et puis l'allitération en F, fierté et défi. Ici, il y a une certaine musicalité, hein, un plaisir de la langue du narrateur. Donc ce sont des hypothèses, et le narrateur ne tranche pas. Donc encore une fois, il se montre assez ignorant, mais plein d'imagination, plein de ressources. Et en tout cas, il nous fait assister à la fabrique de ce nom qui est une espèce d'alchimie. Le sobriquet devient un titre de noblesse. Je vous le disais, la marche est liée donc à l'activité de maçon, et le père croit qu'en ajoutant deux lettres à son nom, cela va tout changer et qu'il va pouvoir donc être accueilli dans les grands salons littéraires. Et donc, euh, Corentin fut le fils d'un homme qui choisit les lettres, il sacrifia tout et que les lettres brisèrent. Il y a quelque chose de profondément tragique dans cette phrase. Ce tout vient résumer encore une fois l'argent, le nom, Paris et les deux femmes éprises de l'amour, et redit donc la vanité du sacrifice. Notons que sacrifice est un mot qui a d'abord un sens religieux. Sacrifice, hein, c'est sacer, facere, c'est rendre sacré. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette période de l'histoire avec ce sacré-là. Hein, Dieu a changé de nid à cette époque-là, dit Michon. Et je vous avais dit
ce que disait Mona Ozouf, hein, il y a un transfert de sacralité, et il s'est trompé visiblement de sacrifice. Il y a quelque chose ici un peu comme si les lettres avaient été impitoyables avec cet homme, un peu comme s'il avait choisi une femme, comme s'il avait essayé de courtiser une femme et qu'elle l'avait éconduit. Ce qui est terrible surtout dans cette phrase, c'est que ce père qui a voulu se faire un nom, qui s'est bricolé un nom de noble, devient un homme. Et ce syntagme nominal l'anonymise. Il y a quelque chose d'absolument cruel ici, hein. Le narrateur mime la marche de l'histoire et mime l'anonymisation, le fait de tomber dans l'oubli du père. Donc ce syntagme est répété, hein, comme je le disais au début de la phrase suivante. Un homme à qui les lettres donnèrent tour à tour de l'espérance, de la méchanceté et de la honte. Il y a ici une dégradation, hein, dans l'énumération. On va de quelque chose de positif à quelque chose de très négatif, la honte. Et donc le narrateur est lui aussi impitoyable et il se fait l'écho de la voix de la postérité. On a une personnification des lettres dans ce dernier paragraphe, puisque les lettres donnèrent et que les lettres choisissent. Comme le dit donc la dernière phrase, car s'il arrive que les Limousins choisissent les lettres, elles, ne choisissent pas les Limousins. Ici, on peut commenter le présent de vérité générale, qui fait que cette phrase est définitive comme une maxime. Il y a quelque chose d'irrévocable, une espèce de vérité qu'on ne peut pas changer. Et puis, il y a ce chiasme, bien sûr, hein. Les Limousins choisissent les lettres ne choisissent pas les Limousins, qui est assez cruel à l'égard donc des Limousins, à l'égard du père. Notons ici, encore une fois, que cette maxime, elle tend à généraliser le propos. On ne parle plus uniquement du père, on parle des Limousins. Hein, on est passé d'un singulier à un pluriel. Et c'est assez intéressant quand on se souvient que Pierre Michon a passé toute son enfance dans le Limousin. Et donc là encore, il y a un biographème. Hein, c'est là que Michon a passé son enfance. Et lorsqu'il parle des Limousins, il parle de lui également. Et donc, d'une certaine manière, en s'interrogeant sur le destin de cet homme-là, en s'intéressant à la filiation entre cet homme-là et son fils qui est devenu artiste, il se pose la question de comment devient-on écrivain, quelle est cette grâce qui fait que l'on devient écrivain, et il semble vouloir dire, lui, que la grâce ne l'a pas touché, hein, parce qu'il est limousin et que d'une certaine manière les lettres l'ont éconduit. Pour conclure donc, on peut dire qu'il s'agit d'un portrait sans concession du père, en goujat et en vaniteux, un portrait qui est fait sans aucune empathie pour son désir contrarié, pour ses velléités d'écrivain. La question qui est posée à l'arrière-plan de ce texte, c'est pourquoi le fils et pas le père ? Il y a un argument social, une explication par la chaîne des générations. Le père était trop près encore du vieux maçon illettré, mais il y a aussi un mystère qui n'est pas percé, et c'est celui de la grâce. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient écrivain ? Qu'est-ce qui fait qu'un homme devient artiste ? Et puis cette question de la postérité également. Qu'est-ce qui fait que certains artistes sont conservés par la postérité et que d'autres tombent dans l'oubli de l'histoire ? Et puis il y a aussi une autre dimension, donc je le disais, il y a cette question donc de régler ses comptes avec la figure du père. C'est d'ailleurs dans ce sens-là hein, qu'il faut lire la fin de la 3e section. Mais je me plais à croire, moi, que Corentin y a mis son père 11 fois. C'est étrange, monsieur. Il a mis la figure de son père sous la forme des 11 tueurs du roi, du père de la nation, les 11 parricides, comme on appelait alors les tueurs de rois. Parce que la Révolution, c'est
euh, c'est la mort du père. C'est donc peut-être bien pour cela que Michon s'intéresse à cette période, parce qu'il s'agit de régler ses comptes avec la figure du père dans l'histoire, dans la grande histoire avec un grand H, mais aussi peut-être dans la petite histoire, si on fait une lecture un peu biographique et autobiographique et psychanalytique même peut-être de ce passage.